à tous et à toutes. Ici, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Tête à Texte. Donc, je suis toujours Alexandre, votre animateur préféré pour ce podcast, et je suis accompagné de mon intervenante de la dernière fois, Lubna. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà? Oui, je peux me présenter. Alors déjà, bonjour et bienvenue à tous et merci encore pour l'invitation. J'avais très bien aimé l'expérience la dernière fois et pourquoi je réitère, c'est que j'adore commenter et analyser mes lectures et notamment les tiennes et on est un peu sur la même DA. Donc c'est pour ça que j'ai voulu reparticiper. Et pour me présenter très rapidement, de mon côté, j'ai une agence de communication et je lance également mon podcast, mais qui est plus axé sur mettre en avant des sportifs et peut-être au-delà des personnes qui sont engagées. Donc avant, j'étais venue avec le podcast qui s'appelait Hors Ring et maintenant il s'appelle Hors Terrain. Donc en dehors le terrain du sport et pour les sportifs que je mets en avant, en dehors du terrain de la discipline pour qui pratique. Donc voilà pour me présenter. Eh bien, merci beaucoup, Lubna. Eh bien, je t'en prie. Vous pourrez retrouver ces contacts dans la description du podcast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Je vous propose de commencer avec le premier livre que nous allons commenter, qui s'appelle 350 citations indispensables, écrivain, artiste, homme d'État. C'est peut-être le moins bon livre que je lis cette année, sans doute par un manque d'ambition de la part du livre. C'est un petit fascicule que j'ai trouvé dans une presse, donc vraiment les ambitions n'étaient pas incroyables. En plus, lors du premier voyage, le livre s'est abîmé. En ce qui concerne le livre en lui-même, il y a plusieurs sections correspondant à différents thèmes. Donc ça, c'est un point positif. Autre point positif, c'est que il essaye de respecter une certaine parité entre les citations d'hommes et de femmes. Par contre, en termes de contexte, on n'a rien du tout. On a la citation plus le nom de l'auteur ou de l'autrice, et puis ensuite, c'est tout. Donc, je vous conseillerais de vous tourner vers des recueils de citations peut-être plus complets ou spécifiques si vous voulez plus de contexte et mieux apprécier les citations en question. Donc là, on va commenter certaines citations que j'ai marquées d'une croix parce elles m'ont intrigué et voir ça ensemble thème par thème. Donc le premier thème, c'est l'amour, et je n'ai retenu qu'une seule citation pour ce thème-là. Je vais inviter Lumna à la commenter. Alors oui, le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. Et c'est Jean Cocteau qui l'a réalisé cette citation. Donc, comme tu dis, on a juste la citation, mais on n'a pas du tout d'explication derrière. Et pour une citation, je la trouve assez longue et je la trouve assez complexe aussi. Mhm. Moi, ce qui m'a beaucoup plu avec cette citation, c'était le rapport au temps, que ce soit passé, présent, futur, et les temps qu'on utilise en français. Je trouvais que le parallèle était assez bien fait. Ensuite, on peut passer à l'art. La première citation que j'ai relevée, c'est «L'amour de la musique mène toujours à la musique de l'amour» de Jacques Prévert. Très beau, très poétique et c'est très imagé. Mhm. En même temps, Jacques Prévert était un poète, hein. Exactement. Et puis, j'aime bien aussi ce travail de parallélisme. Il me semble que la figure de style qui est associée, c'est un chiasme. Donc, on la retrouve par exemple avec il me semble que c'était dans un poème de Victor Hugo, La légende des siècles, où il disait «La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable». Et pour ceux qui pourraient nous écouter et qui n'ont pas la, la définition, est-ce que tu peux nous redire ce qu'est un chiasme? C'est justement un petit peu ce que je viens de décrire. C'est faire en sorte que ta phrase fonctionne un petit peu comme un miroir avec certaines notions qui se retrouvent de part et d'autre de la phrase Ok, à partir de la moitié. tel un parallélisme. Oui, c'est une notion de parallélisme. Ok. Et je t'invite à lire la deuxième citation que j'ai relevée. Alors oui, elle nous vient de Georges Sand et Georges sans S. Les Mhm. créations de l'art parlent à l'esprit seul et le spectacle de la nature
parle à toutes les facultés. C'est la description de l'art. Mhm. J'aurais pas dit mieux. Ouais. Elle t'inspire quoi cette citation? Bah, moi, j'ai beaucoup aimé cette citation parce qu'elle fait appel à la dimension un petit peu transcendantale de l'art, surtout dans ce que ça évoque de plus spirituel. Ensuite, on va passer aux citations liées au thème de la démocratie. Mhm. Et donc, on commence avec une citation de Jean-Louis Barrault, que j'ai connu via mon père qui, lui, l'utilise très souvent. C'est: la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Ça fait sourire. Mhm. Et je t'invite à lire la prochaine. Alors la prochaine de Georges Clemenceau, c'est la démocratie, c'est le pouvoir pour les poux de manger les lions. Effectivement, on peut voir là-dessus aussi que on nuance en fait le pouvoir de la démocratie. Mhm. Et d'ailleurs, il me semble que c'est une citation qui est évoquée dans le livre dont je vais parler plus tard dans le podcast Pays réel. Donc la coïncidence est assez amusante à voir. Ensuite, on passe à un autre thème, celui de l'échec. Donc je commence avec une citation de François René de Chateaubriand. Comme il est difficile de rétablir la vérité quand une erreur est enracinée. Alors explique-la nous. Bah, c'est-à-dire que une fois qu'une erreur est implantée quelque part, c'est difficile de remettre la vérité puisque les gens sont convaincus de leur erreur. Et ça, on en revient à la culture de l'échec qui est compliquée en France. On a du mal à échouer et comprendre l'apprentissage de l'échec. Je t'invite à lire la deuxième citation que Oui. j'ai notée de Antoine de Saint-Exupéry. Alors, justement, bah, ça revient à ce que je viens de dire. Les échecs fortifient l'effort. Malheureusement, contre les hommes, on joue un jeu où compte si peu le vrai sens des choses. L'on gagne ou l'on perd sur des apparences, on marque des points misérables et l'on se trouve ligoté par une apparente défaite. Là, on est vraiment sur un système binaire où on doit gagner ou perdre, on doit gagner ou échouer. Alors que c'est pas du tout ça, c'est par nos échecs qu'on se fortifie, qu'on devient de meilleures personnes. Mhm. Ouais. Et je l'aime beaucoup celle-là. Et moi, justement, en fait, par rapport au thème de l'échec, on a souvent cette notion comment dire, de valoriser les échecs comme étant ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Et je donnerais un discours plus nuancé à ce sujet-là, dans le sens où, oui, les échecs, ça nous permet d'avoir une marge de progression, mais il ne faut pas se dire je dois absolument échouer dans la vie pour réussir, parce que sinon ce serait rechercher l'échec, et ça, c'est pas non plus quelque chose de sain. Non, c'est vrai. Faut pas non plus partir dans une nouvelle quête, la quête de l'échec. C'est juste qu'une fois qu'on échoue, parce que déjà en plus c'est quoi échouer, il faut aussi redéfinir ce que c'est l'échec. Mais une fois qu'on a une épreuve, qu'on réussit pas comme on veut, parce qu'en fait c'est ne pas arriver à son objectif, ne pas arriver à son objectif dans le temps qu'on s'est peut-être donné, c'est de se remettre en question et de dire ok, et de prendre l'apprentissage et de continuer en fait. C'est pas de Faut pas se dire bah, dans tous les cas ça sert à rien que j'essaie quelque chose parce que je vais échouer. Mhm. Ouais. Je propose de passer au thème suivant. Mhm. Et là, il y a trois citations d'Honoré de Balzac qui vont s'entrecouper, donc on va euh, y réagir un petit peu à tour de rôle. Donc je te laisse Ok. faire la première. Donc la toute première, c'est la France est un pays qui adore changer de gouvernement à condition que ce soit toujours le même. On peut se permettre de sourire puisqu'on peut se retrouver quand Oui. on regarde notre époque actuelle ou que ce soit la France ou d'autres pays, on est un petit peu dans cette configuration-là. Mhm. J'enchaîne avec la deuxième citation. Nous avons en France une carte de principe aussi variée que celle d'un restaurateur. Ça aussi, ça me fait sourire. Et je te laisse la dernière. Et la dernière, c'est on ne pose pas une pierre en France sans que dit paperassier parisien n'ait fait de sots et d'inutiles rapports. Le propos ne change pas, hein, je pense, hein. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose dessus. Bah, c'est le sujet de comment ça s'appelle de l'administration en France qui est vraiment une catastrophe selon moi avec C'est le toutes pire. les normes et les trucs qui brident la liberté de tout un chacun. Oui. Et il me reste deux autres citations euh, concernant la France. Mhm. Donc je dis celle qui a été faite par Montesquieu. La France, laissez-lui faire des choses frivoles sérieusement et gaiement les choses sérieuses.
Oui, c'est la liberté un peu. Là, on retrouve un peu le temps des Lumières. Mhm. Et je te laisse la dernière. Et la dernière, c'est de George Sand. En France particulièrement, les mots ont plus d'empire que les idées. Tu en comprends quoi, toi? Quelle est ta vision de cette citation? Pour moi, en fait, j'ai trouvé plus belle que je pense en avoir compris le sens, mais C'est pour... pour ça que je l'ai répétée, parce que je suis Oui, pareil, j'arrive pas à comprendre. Elle est belle, mais qu'est-ce qu'on en ressort derrière comme analyse? ce que j'en ressors à titre personnel, c'est que les grands discours ont beaucoup de poids en France et que les idées peuvent avoir de la difficulté à se faire entendre si elles ne sont pas véhiculées par des mots et un discours éloquent. Et ben, on peut prendre ce parallèle que beaucoup de gens ont beaucoup la parole, mais ça suit pas les actes derrière. On Alors, enchaîne quel est avec le thème suivant? le thème de la liberté. Mhm. Donc, je vais vous dire la première citation que j'ai notée, est de Victor Hugo. La liberté consiste à choisir entre deux esclavages, l'égoïsme et la conscience. Celui qui choisit la conscience est l'homme libre. Très inspirante. Je ne sais pas si ça te fait réagir. Non, pareil, c'est parfois, je pense que c'est aussi la critique de ce livre de citation, c'est beaucoup de beaux mots, beaucoup de belles phrases, de belles tournures, mais je pense qu'il faut les relire plusieurs fois pour en Mhm. comprendre le sens. Ouais. Et encore, je n'avais pris que celle qui me parlait le plus. En plus. Je te laisse lire la suivante. Oui. Alors, de Jean-Jacques Rousseau, donc la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à ne pas être soumis à celle d'autrui. Donc là, on voit qu'il nuance le concept de liberté. On est libre, mais tout en ayant des contraintes. En fait, ce que j'ai compris surtout de cette citation, c'est que la liberté, c'est pas forcément je fais ce que je veux, Voilà, c'est ça. mais que la volonté, c'est surtout je ne fais pas ce que une autre personne m'impose de faire. Ou je ne fais pas à autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Donc il faut, on peut être libre, mais on vit dans une société. Et puis je pense qu'il a beaucoup écrit sur le Mhm. vivre ensemble et le vivre en société. C'est on est libre, mais c'est pas non plus, on reste dans des démocraties, encore une fois, où c'est régi par des lois. C'est pas la loi du sauvage. On vit tous ensemble. On peut pas empiéter sur la liberté de l'autre. Bah, moi, j'ai compris un message légèrement différent de ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est que, en gros, la véritable liberté, c'est de ne pas être assujetti à quelqu'un d'autre. Oui, d'où le fait que la démocratie est un bon régime parce qu'on n'est pas assouvi à un souverain, mais on est libre, on est tous libres et égaux, mais on est régis sous la même liberté, les mêmes contraintes que les gens se sont choisis. Ouais, Tu vois? ouais, je vois. Après, moi, franchement, ce que je ressors beaucoup de cette citation, c'est que tu as beaucoup de personnes qui associent la liberté à ouais, mais moi, de toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Alors que Non, la liberté, c'est avant tout d'être libre, de ne pas faire, enfin, de ne pas être soumis à quelqu'un d'autre. c'est ça. Et que c'est de respecter l'autre. On peut être libre, faire ce que l'on veut, mais dans le respect de l'autre. Mhm. Là, je vais, non, je vais lire la dernière citation qui est aussi de Jean-Jacques Rousseau. Donc, la liberté de l'homme consiste à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas. La liberté de l'homme consiste à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas. Ben, c'est ce que tu disais à Oui. l'instant. Donc, voilà, c'est une autre formulation de ce que je voulais dire auparavant. Ensuite, on va passer au thème de la nature qui est très fourni en termes de citations que j'ai trouvées Mhm. inspirantes. Je commence avec la première d'Honoré de Balzac. Vous ne rencontrez nulle part dans la nature deux objets identiques. Dans l'ordre naturel, deux et deux ne peuvent donc jamais faire quatre. Alors, qu'est-ce que tu en comprends? Ce que j'en comprends, c'est que t'as aucune chose qui est foncièrement identique à une autre dans notre vie de tous les jours. Même si tu prends le système industriel avec des objets faits à la chaîne, l'usage que tu en feras par la suite va comment dire, totalement différencier un objet qui a été produit au même endroit d'une autre chose. T'as pas deux cailloux sur la Terre qui sont exactement pareils. T'as pas deux grains de blé qui sont exactement Oui. pareils. T'as pas deux chats qui sont exactement pareils. T'as pas deux humains qui sont exactement pareils. Ok.
Donc pas d'unicité en fait dans la nature. Tout est différent et tout est divers. Si tu as des choses semblables, tu ne peux pas avoir des choses identiques. Ok, elle est là la nuance. Oui. Je te laisse lire la suivante. Oui, alors la suivante est de Charles Baudelaire, donc un poète également. Nous, poètes et philosophes, nous avons créé à notre usage un jardin de vraie beauté. Et ça, c'est toute la définition de la nature. Mhm. J'enchaîne avec une autre de Baudelaire également. Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme. On voit aussi l'importance peut-être du respect de l'homme, de sa nature, c'est ça qui veut dire, d'après Du toi? respect de la nature par l'homme. Je te laisse lire la citation Oui. suivante. Alors c'est de François-René de Chateaubriand, donc qui dit que tout est plein de calme dans la nature comme dans les écrits des anciens. Donc là, on en appelle peut-être au côté apaisant et calme de la nature. Oui, quelque chose que j'aime beaucoup dans les poésies et les textes anciens, c'est la valorisation de la nature par son aspect apaisant. Oui, J'enchaîne avec une autre citation de Victor Hugo. C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas, qui est une citation que j'ai entendue pour la première fois dans l'hémicycle de la région Centre-Val de Loire lors d'une journée dédiée à la stratégie et autour de la biodiversité. Donc je ne sais pas si toi elle te fait réagir. non, pas plus que ce que tu viens de dire, j'ai rien d'autre à ajouter. Et on enchaîne avec la dernière citation sur la nature, je te laisse la lire. Oui, alors c'est de Auguste Rodin, pardon. Il n'y a point de recette pour embellir la nature, il ne s'agit que de voir. Et là, on voit que c'est un peu comme le parallélisme de l'art. Tout est dans les yeux des gens et on va voir la beauté de la nature que si on sait en profiter comme il faut. Mhm. Et une maxime que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc C'est vrai. pour voir la beauté des choses, il faut avoir l'envie de regarder pleinement. Et on enchaîne avec ce qui est déjà le dernier thème de ce livre, à savoir la vie. Donc je commence avec une citation de Louis Aragon. La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui pour effacer ses traces. Oui, tout à fait. On en revient même au tout début de tes citations où tu avais parlé du temps et de la conjugaison. On voit bien que la vie est tout un cycle de temps en Mhm. fait et on laisse son manteau avec le temps et ce que l'on vit. Ouais. C'est comme ça que je la vois. Donc je te laisse enchaîner avec la Oui. dernière citation que j'ai La relevée. dernière qui est de Marie Curie et qui dit que dans la vie, il n'y a rien à craindre et tout à comprendre. Il est temps de comprendre davantage pour avoir moins peur. Et c'est tout à fait lié avec elle, puisque c'est elle quand même qui a découvert pas mal de choses dans le domaine des sciences, et pas que, mais on se rend compte que oui, dans la vie, il faut prendre des risques, on craint rien, et que peu importe notre niveau, on peut tout comprendre, et que c'est là où on va vraiment vivre, parce qu'on aura tout compris. Et bon, bah, je parle depuis tout à l'heure, mais il serait temps que tu parles un petit peu des livres qui t'ont marqué. Et Oui. c'est la première fois qu'une intervenante va parler d'un livre qui lui est propre et qu'elle a lu. Donc je te laisse en faire la Oui. présentation et puis je pourrai réagir si je m'en ressens l'envie au fur et à mesure. Et ben dans ce cas-là, maintenant, je vais commencer par vous présenter le livre qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué pas mal de gens, puisqu'en est la note globale sur Internet de 7,5 sur 10. Et même moi, je nuancerai, je mettrai même 8 ou 9. Et je vais expliquer pourquoi je mets cette note, parce qu'il est vraiment bien écrit. C'est Les langages de l'amour de Gary Chapman. Et justement, il écrit bien en première de couverture que les actes qui disent je t'aime. Et en fait, pourquoi beaucoup de gens l'aiment, ce livre, et pourquoi aussi il m'a beaucoup parlé dans sa profondeur, c'est que chapitre par chapitre, jusqu'à peu près 10 chapitres, on va vraiment, pardon, jusqu'à plus d'une quinzaine de chapitres plus exactement, on va vraiment revoir toute la notion de l'amour et ça va même nous redéconstruire et nous remettre en question puisqu'en fait on se rend compte après ce livre qu'on est totalement niais et qu'on ne connaît rien en fait à l'amour, l'amour avec un grand A. Mhm. Mais ce qui est bien aussi dans sa construction, c'est que chapitre par chapitre, il va aborder doucement et progressivement des thèmes assez intéressants et profonds, et par la suite ne pas être que en position de sachant,
mais puisqu'il va laisser en fait un petit guide de réflexion, et notamment pour les couples, où je pense que Mhm. ça peut se faire Oui. aussi en solo, des questions, des exercices pour se questionner. Donc en fait, il se veut pas critique, mais il se veut à présenter sa version, ses notions, tout Mhm. en se basant sur des vraies histoires. Oui. Et ensuite de dire, bah voilà, je vous laisse pas là-dessus. Je viens pas que vous critiquer, hein, mais je vous laisse avec des conseils et suivez ces conseils. Donc, dans un premier temps, justement, le deuxième chapitre, c'est là où il rentre un peu vraiment dans le vif du sujet. Il écrit se sentir aimé. Et justement, il reprend que bah, le mot amour, c'est un terme qui est incontournable dans la langue française, mais en même temps, en fait, c'est le plus ambigu. Et il va continuer en reprenant justement une citation de Stendhal qui dit bah, que l'amour a toujours été la plus grande des affaires, ou plutôt la seule, et que l'amour, en fait, triomphe de tout. Donc on se rend compte que dès le début, bah oui, on se dit bah oui, c'est vrai que moi, en fait, pour moi, l'amour, c'est se sentir aimé. Et justement, après, il va rajouter que bah, les psychologues nous aident pas non plus dans cette remise en question parce qu'ils nous aident à penser ça, parce qu'ils disent que pour eux, ils en ont déduit que le besoin de se sentir aimé pour l'homme, c'est un besoin affectif fondamental. Donc, si on est aimé, c'est qu'on en a besoin. Si Oui, on fait un bah, peu ça, ce parallèle. ça paraît logique. En fait, tu peux pas vivre et être stable psychologiquement en te disant que tu n'es pas aimé. Tu as un besoin d'amour dans ta vie, sinon tu ne peux pas vivre correctement. C'est ça. Mais c'est là où on va en toucher, pour ceux qui connaissent ces notions-là, en fait, de dépendance affective, parce qu'on n'a pas besoin de se sentir aimé pour s'aimer. On doit s'aimer soi-même. On ne doit pas attendre d'être aimé par l'autre. D'ailleurs, ça rejoint une leçon que j'avais eue dans un topo avec le père spirituel de mon clan scout, où ça m'a fait beaucoup relativiser autour de certaines expressions dont on parle quand on parle de l'amour, notamment la notion de moitié ou d'âme sœur. Ce qui implique que quand tu utilises ces expressions, genre j'ai trouvé ma moitié, tu sous-entends qu'en fait tu n'es pas complet en tant que personne et que l'autre personne a besoin de te compléter pour que tu te C'est sentes ça. entier. Et que si tu la trouves pas, que c'est la quête de sens et le Saint Graal, et que du coup tu es malheureux et que tu as raté ta vie si tu n'as pas trouvé ta moitié. Alors que peut-être, comme une fois j'ai participé à une présentation dernièrement, peut-être sa moitié c'est soi-même. On peut se l'apporter soi-même et s'aimer soi-même. En fait, moi, dans ce discours-là, ce qui en est ressorti, c'est que pour vraiment débuter une relation amoureuse de manière saine, il faut s'assurer d'être en soi déjà quelqu'un de suffisamment stable et entier pour ne pas forcément avoir besoin de l'autre en termes affectifs, mais être capable de lui apporter son soutien, son amour et son aide dans une relation de couple pour faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de cas de dépendance Mhm. affective et que tu te dises je ne suis rien sans cette personne. C'est ça, et c'est la propre définition de l'amour sain, alors que dans l'autre exemple, on va être souvent dans des schémas toxiques parce que malheureusement, à un moment donné dans la relation, la personne va porter trop de poids sur l'autre et il y aura des dissonances et de je suis pas là pour combler en fait tes manques, et c'est là où on se rend compte qu'il faut être stable soi-même dans sa vie et s'aimer et être fier et reconnaissant avant d'aller vers l'autre pour ne pas rentrer dans Ouais. ce schéma mauvais de la dépendance affective. Et justement, il en vient là où on se dit, bah, il va tout de suite nous choquer. En tout cas, moi, quand j'ai lu ça, je me suis. Ça choque parce qu'en fait, on dit j'aime, mais j'aime, normalement, c'est l'amour. Et il va dire que, bah, justement, on dit facilement j'aime les frites. Et dans le même souffle, on dit j'aime ma mère. Et même après, il dit on aime même l'amour. Donc en fait, il explique bien que son livre, son but, c'est pas de dissiper toute la confusion qui entoure le mot amour, mais c'est d'attirer notre attention sur le genre d'amour qui est essentiel à notre santé émotionnelle. Donc il vient pas nous dire c'est faux ce qu'on a comme vision, mais par contre, je vais déconstruire petit à petit et vous allez comprendre où je vais en venir. J'ai bien aimé en fait, et je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai pu en faire toute l'analyse parce que j'ai aimé, je veux vraiment le lire d'une belle profondeur parce qu'en fait il nous accompagne et j'aime Mhm. beaucoup quand je suis accompagnée par l'auteur d'un ouvrage parce que
on nous prend pas pour un naïf ou un bête, mais on nous dit par contre, écoute-moi et moi je vais te dire ce qu'il y a à apprendre. Et justement aussi par rapport aux échanges que j'ai eus au sujet de l'amour, quelque chose qui en est ressorti, c'est que plus particulièrement à notre époque, on est enclin à donner son amour très facilement et très rapidement. Et sans mesure. Mais sur mesure, c'est-à-dire que tu vas embrasser rapidement, tu vas dire je t'aime à quelqu'un rapidement et facilement, tu vas coucher avec quelqu'un rapidement et facilement, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour si tu accordes tout cela sans que cela ne te demande d'effort ou d'intensité particulière? Mais c'est là où il y a le lâcher prise et faire attention et se donner, mais corps et âme, parce que c'est ça l'amour, mais tout en faisant attention. Et en fait, on y arrive quand on s'est suffisamment aimé, qu'on vient pas combler chez l'autre des dépendances. Et justement, c'est ce qu'il dit, et c'est là-dessus la dernière citation que j'ai prise de ce chapitre-là, Se sentir aimé, qui est importante parce qu'il parle d'une personne en question, il l'a appelée Julie, et il dit que justement le réservoir d'amour de Julie, il était vide depuis de nombreuses années. Sa mère et son beau-père y veillaient à ce que ses besoins matériels soient comblés, mais ils ne se rendaient pas compte des luttes émotionnelles qui faisaient rage en elle. Donc on se rend compte que aussi là-dessus, parfois, on peut avoir différentes formes d'amour, on peut nous apporter de l'amour, mais pas l'amour qu'on a besoin pour sa santé émotionnelle. Mhm. Et c'est là où tout de suite, et j'ai trouvé ça très logique, que le chapitre 3 il s'est appelé le coup de foudre, parce que tout de suite après, il va expliquer une situation réelle d'une personne qui va aller dans le cabinet de son psy, dire je comprends pas elle était totalement dans le schéma à enchaîner des relations longues et penser à son premier amour, etc. Mais que là, elle a eu bizarrement, ça la perturbe, en 3 semaines, elle a rencontré quelqu'un qui n'aurait pas du tout été son profil de personne, puisque cette personne pour qui elle est tombée amoureuse en 3 semaines a déjà été mariée 2 fois, il a eu 3 enfants, il a changé 3 fois d'emploi au cours de l'année précédente, mais tout ça, ça n'a pas d'importance pour cette personne. Elle est heureuse et persuadée qu'elle le sera toujours avec cette personne. Donc en un mot, elle est amoureuse. Donc en fait, il explique bien qu'on parvient généralement au mariage parce qu'on tombe amoureux, qu'on a Mhm. vraiment ce coup de foudre. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, ça te fait penser à quoi? La maxime très connue, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Exactement. Et je voulais revenir sur un point sur lequel je voulais aborder depuis pas mal de temps où tu présentes ce livre. Je trouve ça bien et même rassurant que l'auteur ne se pose pas que en position de sachant. Non, Dans le c'est sens, appréciable. parce que dans le cas contraire, ça voudrait dire, écoutez, moi je sais ce que c'est l'amour, Et vous, vous êtes des nuls, vous et savez pas tomber vous ne amoureux. savez pas, moi je sais, et je vais vous expliquer ce que c'est l'amour. Dans tous les cas, ça aurait pas été un livre que j'aurais lu. Je n'aime pas qu'on me positionne en ignorante et on va se permettre le terme débile, mais Mhm. c'est ce qui est apprécié, c'est pour ça qu'il a une super belle notation, parce qu'il aide vraiment, il n'est pas du tout psy, il n'est pas du tout psychanalyste, mais par contre il se base sur les psys, sur les psychiatres, et justement tu Mhm. vois, c'était une première partie que j'ai présentée, où c'était lié au besoin d'amour, le sentiment d'être aimé, pourquoi on réagit comme ça. Et là, tout de suite, la deuxième partie va rentrer vraiment dans ce que c'est les langages de l'amour, parce que il est dit par d'autres spécialistes qu'on a 5 langages de l'amour. Il y en a qui vont être dans le tactile, il y en a qui vont être dans la gestuelle, il y en a qui vont être dans la proposition d'activité, il y en a qui vont le verbaliser, il y en a qui vont être silencieux, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas amoureux, amoureuse. En fait, il y a Ouais. différentes formes. Bah justement, ces langages de l'amour que tu décris, ils commencent à être de plus en plus connus, enfin, et à être utilisés justement pour essayer de trouver les personnes qui nous correspondent le mieux. Donc que Mm. ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les rencontres entre personnes en présentiel. Donc ça commence à être connu et justement c'est un livre qui m'intéresserait de lire à l'occasion, mais là j'ai une pile à lire qui ressemble à la tour Énorme. de Babel. Donc voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, il a tout de suite commencé. En fait, on s'attendrait à ce qu'il parle des langages de l'amour. En tout cas, moi, je m'attendais. Mais avant de parler des langages de l'amour, il va parler de langage par la parole. Parce qu'on sait très bien que des fois, la violence, ça peut être par les mots. Ou la beauté, ne veut pas penser que négatif, mais la beauté peut être aussi par les paroles. Et justement, c'est ce qu'il dit. L'amour, il passe par les paroles valorisantes.
Il prend un exemple de quelqu'un qui s'appelle Mark Twain qui dit un jour: un bon compliment me permet de vivre 2 mois. Si nous prenions les paroles de cet écrivain à la lettre, 6 compliments par an lui auraient permis de maintenir son réservoir affectif. Donc on reparle de ce réservoir affectif, ce besoin d'amour qu'il évoquait dans la première partie, à un niveau suffisant. Il en faut probablement davantage à votre conjoint. Et c'est là où il a aussi utilisé un parallèle avec la Bible, où il parle que justement, en fait, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que de nombreux couples, ils n'ont jamais découvert en fait l'extraordinaire puissance qui réside dans les paroles bienveillantes échangées entre conjoints. Je me suis dit, mais quand même, quand on est en couple et qu'on aime la personne, on va lui donner des belles paroles. C'est pas enjolivé, c'est pas de la manipulation non plus, mais ça va de soi. C'est logique qu'on parle bien à son partenaire ou à sa partenaire si on l'aime. Donc en fait, ça ne devrait même pas être écrit ou comme un postulat, ça devrait, tu vois ce que je veux dire? Ça devrait être acté. Oui, si Ouais. on aime la personne, c'est normal que notre première chose à laquelle à penser, c'est de lui apporter des paroles bienveillantes. Et on voit que là, quand il dit ça, qu'il y a de nombreux couples qui sont installés, qui s'aiment, etc., mais qu'en fait, qui se sont peut-être jamais parlé. On en revient à la communication dans le couple, et qui se disent pas que, en fait, peut-être pour remplir son réservoir affectif, suffit juste que je sois bienveillant avec elle ou avec lui. Ouais. Oui, ça me fait penser au cas, donc en dehors du couple, où tu as des parents où tu as l'impression que s'ils complimentent ou qu'ils disent qu'ils sont fiers de leur enfant, ils vont mourir. Ou dans le sens où ils disent jamais à leurs enfants qu'ils sont fiers d'eux. Mhm. Alors que des paroles encourageantes, c'est toujours le bienvenu pour le développement d'une personne, Mais que c'est ce le ciment soit... d'une relation, que ce soit en couple ou hors couple. Oui. Et puis aussi, je voulais parler un petit peu des relations toxiques que tu as brièvement évoquées. Dans le sens où tu as certaines personnes qui peuvent comprendre par le terme relation toxique de oui, alors mon compagnon me bat donc il est toxique, mais c'est loin d'être le seul cas, c'est juste la partie Mhm. immergée de l'iceberg des relations toxiques. Ah non, le toxique, ça peut être juste le poids que l'autre peut apporter à l'autre ou de vouloir être trop présent dans sa vie, les paroles non valorisantes, méchantes, la violence des mots, ça peut être la violence physique, ça peut être tout, la toxicité dans un couple. Et surtout que lorsque tu es dans une relation toxique, la personne avec qui tu es souvent ne se rend pas compte qu'elle est toxique parce que bah, sinon elle ne le serait pas. Oui. Elle va pas se dire ah Ah non, bah non, je vais faire exprès d'être toxique. je vais je vais faire exprès d'être un enculé parce que ça me fait plaisir. Non, Oui, c'est oui. pas ça la réflexion. Donc voilà. Et Et ce que tu disais sur les paroles valorisantes d'un parent à son enfant, c'était le parallèle qu'il a pris de la Julie, qui aurait aimé, en fait, pas que des cadeaux ou un besoin, un amour matériel de ses parents, mais plutôt des encouragements, de l'amour. Il l'a pris en exemple, parce qu'il parle beaucoup, pas que des couples, il parle aussi de l'amour d'un enfant à sa mère. C'est pour mhm, ça que je pense qu'il a pu toucher tout le monde, parce qu'il a pris l'amour avec un grand A, et il explique qu'en fait, tous, en tant qu'humain, ce qu'on a besoin pour ce réservoir affectif et tout ce qui peut nous mhm. arriver et pourquoi on agit comme on agit. Ouais, c'est utiliser des exemples concrets pour appuyer son propos. C'est ça. Donc je t'invite à reprendre Oui. ton analyse si tu veux. Et donc du coup, après avoir parlé des paroles valorisantes, il va parler de quelque chose qui va encore nous sembler normalement normal, mais les moments de qualité. Et en fait, il dit, par exemple, qu'entends-je par moment de qualité? Il dit, je veux dire accorder à l'autre une attention totale et sans partage. Et ça, c'est très important. Et on se rend compte aussi, même à l'heure actuelle, que les relations, pourquoi elles ne marchent pas, c'est parce qu'en fait, on n'accorde pas le temps à l'autre. Mais en fait, l'amour, c'est juste aussi le temps qu'on peut accorder à l'autre personne. Mhm. Avoir des moments de qualité, lire, cinéma, resto, ou pas que. Donc, vraiment partager des moments avec la personne qu'on aime. Ouais. Bah, justement aussi, je voulais rebondir sur deux trucs que tu as dit. La première chose, c'est c'est des choses qui semblent tellement évidentes qu'on on devrait les avoir, les considérer comme acquises. Le problème, c'est que nous, en tant que personne, on est peut-être dans une catégorie de la population pour qui ces choses sont acquises, mais où c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et on ne doit pas se désigner comme peut-être un échantillon représentatif de toute la population. Il y a peut-être des choses qui, dans ce livre, sonnerait complètement comme absurde pour d'autres personnes, malheureusement. Oui.
Et après, il va parler aussi notamment des cadeaux. Les cadeaux, qui va totalement expliquer que les cadeaux, ça va être des symboles visibles de l'amour. Alors, je vais pas tout lire, mais de ce que j'en ai compris, il va prendre l'exemple que justement, quand on va se marier, qu'on va échanger des alliances, c'est un symbole visible, c'est un cadeau qu'on se donne, mais Mhm. que justement, quand on va se retrouver dans un conflit, il prend l'exemple de la femme qui jette son alliance, donc ce fameux symbole visible dans le monde de l'amour, et qu'elle va pas vouloir ramasser, ou qu'il y a des hommes qui vont pas forcément vouloir porter l'alliance, et qui est normalement ce symbole visible de l'amour. Donc on voit aussi que parfois, ces symboles visibles, ils peuvent être pas du tout liés. On va pas avoir le même signification de langage de l'amour, et c'est ce qu'il va dire. Il va dire cela montre que les gens ne parlent pas tous le même langage pour exprimer leur amour. Mhm. Si le fait de recevoir un cadeau traduit naturellement pour moi l'amour que l'on me porte, j'attacherai beaucoup d'importance à l'alliance qui m'est offerte et je la mettrai à mon doigt avec fierté. Je serai également très touchée par les cadeaux que je recevrai au fil des ans. Je les considérerai comme des expressions d'amour à mon égard. Sans ces marques visibles, je douterai de l'amour que l'on prétend me porter. Donc on en est encore aussi au matérialisme, parce qu'on peut partir, si on analyse un peu plus en profondeur, ça veut dire que si on ne nous fait pas des cadeaux, on ne nous aime pas. Ouais. Bah, en fait, j'aimerais rebondir sur les deux langages de l'amour que tu as mis en avant en dernier. Donc, en ce qui concerne les moments de qualité, c'est vrai que quelque chose comme ça, dans une relation, peut-être plusieurs personnes n'y pensent pas forcément. Et pour moi, c'est explicité dans la monotonie du quotidien que peut engendrer le manque de moments de qualité dans une relation. Ce qui est explicité, par exemple, dans la chanson, je trouve, comme d'habitude, de Claude François, Mhm. où tu peux tellement t'enfermer dans une monotonie du quotidien qui te semble habituelle, et où tu te dis, mais en fait, je suis tellement bloqué dans ce quotidien que je ne ressens plus le besoin de partager des moments de qualité qui sortent de l'ordinaire avec les personnes qui me sont proches. Donc là, en l'occurrence, le conjoint ou la conjointe. Alors que c'est quelque chose qui ravive la flamme de l'amour. Et qui est, dans un autre sens, un cadeau. Bah, moi, justement, Accorder son temps peut être un cadeau parfois quand on est sur un emploi du temps hyper chargé oui, et qu'on trouve du temps pour son conjoint et sa conjointe. On peut, alors, faut pas le dire, je t'ai dédié du temps, donc c'est un cadeau. Mais indirectement, ça reste un cadeau. Donc en fait, le cadeau n'est pas oui, que, et il va rentrer dedans, et je te laisserai de oui. faire ton analyse pour qu'après je réexplique, mais il va parler des cadeaux et de l'argent. Ouais, parce que justement, le fait de donner du temps comme cadeau, faut pas le prendre comme je t'accorde 30 minutes de mon temps. Alors maintenant, sois heureux que je t'ai accordé ces 30 minutes. Non, je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. Oui. Alors on a un parallélisme là-dessus, c'est Mona Katan. Pour ceux qui peuvent regarder, il y a une émission qui s'appelle Dubai Bling où toutes les influenceuses de Dubaï, elles montrent un peu leur vie. Et justement, on voit que ça fait 3 ans qu'ils sont mariés, qu'ils s'aiment, mais qu'elle lui Mhm. trouve jamais de temps. Même elle met dans son agenda un temps pour descendre à l'ascenseur et se changer, etc. et d'aller dormir. Mais par contre, elle lui dit, attends, hobby, donc hobby qui veut dire mon amour en arabe. Mhm. Attends, hobby, il faut que je te trouve du temps et tout. Et puis là, il la regarde et il dit, mais on va faire comment quand on va vouloir avoir des enfants? Comment on fait pour... tu me trouveras quand du temps? Donc en fait, on se rend compte que elle s'est fait elle-même en tant que businesswoman. Lui aussi, il est businessman. Et que même dans un couple cimenté, qui s'aime, qui est amoureux, et ben en fait, le temps, ça reste un cadeau. Parce Mhm. qu'ils vont s'accorder. Et après, quand dans mon exemple, je ne parlais pas de 30 minutes, je parlais d'une heure, 2 heures, même une journée. Ouais. C'est énorme dans le quotidien de peut-être de personnes dans le monde dans lequel on vit. Ouais. On est à courir un peu partout et ne plus avoir de temps, même pour soi. Donc avoir du temps pour l'autre qui partage notre vie reste un cadeau. Et donc du coup, il va rentrer justement dans cette notion un peu de cadeau et de cadeau un peu financier, etc. Il va dire que si un millionnaire, il offre régulièrement des cadeaux peu coûteux, son conjoint aura des raisons de se demander s'il l'aime véritablement. Mais pour une personne dont les ressources sont très limitées, un cadeau de quelques euros peut exprimer des millions d'euros d'amour. Les cadeaux peuvent être achetés, trouvés ou confectionnés. Le mari qui arrête sa voiture le long de la route pour cueillir une fleur sauvage et l'offrir à sa femme a trouvé un moyen peu coûteux mais ô combien romantique d'exprimer un grand amour, sauf évidemment si sa femme est allergique à ses fleurs.
Un mari peut également acheter une carte pour 2 euros. Celui qui ne pourrait vraiment pas dépenser cette somme peut en fabriquer une qui ne coûte rien. Il suffit de prendre n'importe quelle feuille de papier blanche ou de couleur, de la plier en deux, de dessiner un cœur par exemple, d'écrire je t'aime et de signer. Il n'est pas nécessaire que les cadeaux soient chers. Mhm. Ouais, et justement, en fait, ça représente un petit peu le problème que j'ai avec les cadeaux matériels pour signifier l'amour, où en fait, selon moi, ça revient à marchander l'amour, ce qui est pas vraiment top comme représentation des relations amoureuses comme ce que moi j'imagine, hein. Oui. Et donc après tous ces thèmes qu'il a présentés, il rentre dans ce qui va être le service rendu. Et là, il prend un exemple, justement. Avant de quitter ce couple sympathique, revenons à la réponse que Thomas a donnée à ma question. Vous sentez-vous aimé de Laura? Il répond, je me suis toujours senti aimé d'elle, monsieur Chapman. Elle est la meilleure épouse qui soit, c'est une excellente cuisinière. Elle prend grand soin de mes vêtements, ils sont toujours propres et bien repassés. Elle s'occupe admirablement des enfants et je sais qu'elle m'aime. Et là, il explique, donc c'est ça qui est bien en fait. Il explique un exemple et après tout de suite il analyse. Mhm. Il dit le langage d'amour auquel Thomas était particulièrement sensible était celui des services rendus. J'entends par là toutes les aides qui, à votre connaissance, feraient plaisir à votre conjoint. Vous vous efforcez de lui être agréable en lui rendant service. Votre façon de lui exprimer votre amour consiste à le décharger en faisant certaines choses pour lui. Des services comme cuisiner, mettre la table, laver la vaisselle, passer l'aspirateur, tout ça sont des exemples qui exigent aussi de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'effort et de l'énergie. Ils sont accomplis en plus dans un esprit positif puisqu'ils sont authentiques, ils sont des authentiques expressions d'amour. Bah, tu vois, moi, ça me fait penser à la bonne action quotidienne qui m'a été inculquée par le scoutisme. Enfin, la bonne action quotidienne, c'est décrite comme un acte désintéressé, volontaire et fait avec le sourire. Dans le sens où tu vas pas dire à ton ou ta conjointe regarde, j'ai descendu les poubelles, vois à quel point je t'aime. Non, c'est tu fais quelque chose pour rendre service à la personne qui t'est chère parce que ça te fait plaisir à toi et parce que tu sais que ça va lui faire plaisir à elle, Oui, pas parce que tu te sens obligé. oui, et c'est là où on se retrouve un peu dans un, en fait, il faut le nuancer, mais il faut aussi voir quand même positif, parce qu'on va pas être que pessimiste. Mais dans un esprit négatif, c'est la personne va te marchander et te dire, tu vois, bah, je t'aime parce que je t'ai fait ça et je t'ai fait ça. Mais dans le côté positif, on en revenait au dédié de son temps, c'est décharger la personne. La personne va aimer l'autre parce qu'elle va se dire, mais waouh, en fait, elle est magnifique. Je sais que j'ai pas de temps dans ma vie d'avoir quelqu'un. Mais par contre, quand je rentre du boulot, ça m'est fait et tout, bah, moi, je vais lui rendre autre. Et en fait, on Mhm. va être dans une autre forme d'amour. Ouais. Dans un, pas dans un marchandage, mais dans un 50-50. Ouais. Bah, tu vois aussi par rapport au marchandage, quelque chose d'encore plus vicieux qui peut s'installer avec ce système de service et tout. Par exemple, oui, alors moi, là, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai rendu service, donc quelque part, est-ce que tu m'en dois pas une aussi, hein, un petit peu, au final? Bah, c'est là où on rentre dans la toxicité. Oui, c'est pour Mais ça, dans un faut... amour sain, non. Dans un amour sain, tu le dis pas. Tu Oui. l'analyses, tu le valorises. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est juste que là, il prend des analyses et Oui. des exemples concrets et qu'il explique que le réel amour, c'est pas comme là où il va finir et ça m'a choqué. Et c'est bien qu'il finit qu'à ce moment-là, le contact physique, Mhm. les bisous, les câlins et autres. C'est là Oui. où il va penser que nous, on pense que l'amour, c'est ça, alors qu'en fait, il a déconstruit tout pendant tous ces deux parties avec plein de chapitres. C'est l'amour, c'est dédier du temps, sans le dire, c'est faire des choses pour les gens et qu'il y en a, pour eux, ils vont chercher ça. Donc, quand ils vont pas l'avoir de l'autre personne, ils vont pas se sentir aimés et donc leur Mhm. réservoir affectif n'a Ouais. pas à se remplir. Mais c'est pour ça, quand on touche au sujet de l'amour, les choses peuvent déraper tellement rapidement si c'est pas fait de manière consciencieuse. Et du coup, bah, la troisième partie, c'est l'amour en question. Il y a plein de chapitres. Et du coup, il y en a un où il va dire bah, que l'amour résulte d'une décision. Tu dialogues avec ton conjoint, tu lui expliques les manquements, tu essaies de lui dire. Et bah, si ça correspond pas, bah, tu quittes la relation et tu trouves le partenaire adéquat. Après, il y a un chapitre où il va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, où il va dire que l'amour fait une grande différence.
il va justement dire que bah, l'amour, c'est pas notre seul besoin fondamental et que justement les psychologues, ils en ont dénombré d'autres comme des besoins de sécurité, d'estime de soi, de reconnaissance et que l'amour leur est lié. Et il explique juste après, tu vois, si je me sens aimé de mon compagnon ou de ma compagne, je peux me détendre. Certain qu'il ou elle ne veut que mon bien. Sa présence me rassure. Mon travail peut me réserver des surprises désagréables. Je peux rencontrer des adversaires sur les chemins de la vie, mais auprès de mon conjoint, je me sens en sécurité. Le sentiment de ma propre valeur s'alimente dans l'amour qu'il me porte. Après tout, s'il m'aime, c'est que je possède une certaine valeur. Donc là, on en tient à ne plus que se sentir aimé, mais être reconnu pour la valeur que l'on a. Et après, il précise, mes parents m'ont peut-être communiqué une image négative ou trouble de moi-même, mais mon conjoint me connaît comme adulte et il m'aime. Son amour contribue à rehausser mon estime personnelle. Donc là, on en est sur du besoin de reconnaissance et un soutien émotionnel. Mhm. Après, il rentre, tu vois, dans aimer celui qui n'est pas aimable. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'on se fait un schéma, et là on en revient à ce qu'on voyait tout à l'heure en off, la Blanche-Neige et son analyse, Mhm. c'est être sauvé par son prince charmant et ne pas avoir de romantisme. Bah là on en est à, c'est quoi aimer? Est-ce que aimer c'est le schéma que la petite fille, elle est depuis son tendre jeune âge, de tomber sur le prince charmant, ou l'homme, depuis petit garçon, de trouver sa princesse à sauver? Bah non, pas du tout. Des fois, on peut aimer. C'est là où aussi on a beaucoup de phrases autour de soi, mais est-ce que c'est ton style? Est-ce que psychologiquement, si ça correspond à la personne que tu voulais? Et en fait, te dire même toi, mais en fait, pourquoi je suis avec cette personne? Qu'est-ce que j'ai aimé? Elle ressemble pas du tout à mes idéaux et ce que je recherche, mais par contre, elle est tout aussi intéressante et j'y vois autre chose. D'ailleurs, aussi une question que j'aimerais bien te poser au sujet de l'amour, parce que Mhm. c'est une question que je trouve assez pertinente. C'est, à ton avis, est-ce que l'amour a besoin d'être réciproque ou pas? C'est une bonne question parce que je pense qu'on l'a tous vécu, des amours à sens unique, des amours réciproques, et pour autant, on a quand même ressenti. On a quand même eu notre cerveau et notre cœur qui a ressenti des choses, donc on n'a pas eu besoin de la personne, et malgré qu'il n'y a pas eu la réciprocité, notre cerveau et notre cœur, et c'est là où le cœur, Mhm. c'est quoi la maxime? C'est Le cœur a ses raisons que la que raison ignore. et bah, la réponse, elle est dans ma réponse peut te répondre comme ça à ta question. Parce qu'en fait, il est mieux, il est préférable, il est idéal, mais parce que le dictat de la société a dit ça aussi. Mais regarde, les hommes, depuis les hommes grands H, hommes et femmes, depuis Mhm. la nuit des temps qu'ils existent, ils s'aiment et pourtant, ils s'aiment des fois sans réciprocité. Mhm. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Pour moi, oui, Ouais, mais pas nécessairement. Ce serait pas une nécessité, une obligation. d'accord. Et toi? Bah pour moi, en fait, Parce que c'est l'idéal, facile de me poser la question, mais quelle est ta réponse? pour moi, l'idéal d'une relation Mhm. amoureuse, c'est d'être aimé réciproquement. Pour moi, il n'y a pas besoin que l'amour soit réciproque pour aimer. Ok, Enfin, tu peux aimer sans être aimé en retour, tout de même le supporter. Euh, oui, Il y a il y a un passage d'une chanson, je me souviens plus En fait, le truc, c'est que je confonds souvent les chanteurs de cette période-là, donc je me souviens plus son nom, mais c'est aimer est plus fort que d'être aimé. Ou en gros, ça veut dire que même si tu n'es pas aimé en retour, tu peux aimer une autre personne. oui. Et une personne peut aimer pour deux. Il y a souvent cette maxime aussi qui est souvent dit. On peut aimer pour deux personnes. Et à un moment donné, la personne va se dire, mais waouh, en fait, elle est capable même de m'aimer, et même si elle n'y arrivait pas et enlever sa coquille, et finalement t'aimer au moment où toi tu lâcherais peut-être l'amour que tu avais pour elle. Ouais. Bah, moi, en fait, ce que je retiens, c'est surtout aussi les cas d'amour impossible que tu retrouves souvent dans des œuvres fictives. Pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est celui de Lancelot et Guenièvre, où c'est Mhm. deux personnes L'amour impossible. qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas se permettre de s'aimer, mais qui s'aiment quand même. Donc là, on est dans un cas où l'amour ne peut pas être réciproque, mais il est là quand même. Justement, après, il va aussi venir confronter le modèle de l'amour adulte à celui des enfants, où il va prendre des exemples d'enfants bah, qui attendent leurs parents, de leur faire des cadeaux et tout, et de dire que oui, effectivement, pour lui,
s'il se base sur ces exemples, bah, que les enfants aussi peuvent être capables d'aimer et d'avoir des langages d'amour. Donc en fait, il va aussi se rapprocher de notre enfant intérieur et dire que si on a plusieurs langages d'amour, c'est parce que notre enfant intérieur a eu ces différents langages d'amour. Mhm. Et on reste aussi sur, encore une fois, les paroles valorisantes, que si on les a pas eues, si on s'est pas bien construit enfant, bah l'adulte qu'on devient, il va pas être non plus construit, et puis il va demander des demandes et des exigences, et tu vas te rentrer dans des schémas Ouais. qui vont pas être bons non plus, ni dans un amour sain avec un autre adulte. Oui, bah, c'est ça. Les langages de l'amour qui nous parlent le plus sont ceux qui reflètent notre vécu et notre enfance. Mm. Et puis là, en fait, le dernier chapitre avant son guide de réflexion, j'aime beaucoup parce que là, il s'adresse directement en fait au lecteur. Il dit qu'au chapitre 2 donc de la première partie, il nous avait prévenu, il a dit j'ai prévenu le lecteur, la connaissance des 5 principaux langages de l'amour et l'apprentissage de celui qui est familier à votre conjoint peuvent affecter radicalement le comportement de celui-ci. Et là, il dit maintenant que nous parvenons au terme de cet ouvrage, je me permets de demander qu'en pensez-vous. Après avoir lu ce qui précède, avoir pénétré avec moi dans l'intimité de plusieurs couples, parcouru petits villages et grands agglos, assisté à certaines séances de thérapie conjugale dans mon bureau, donc oui, je ne l'avais pas précisé, les conseillers en vie conjugale, donc c'est pour ça qu'il est très bien placé pour Mhm. expliquer, mais qu'il n'est pas en sachant, il écoute, il comprend, il est dans la médiation, il aide les gens. Mais il n'est pas psychanalyste ou psychiatre. Et du coup, il nous dit, bah, une fois que je vous ai partagé, même si c'est de façon anonyme, des séances de thérapie conjugale dans mon bureau, entendu des bribes de discussions de couple au restaurant, que pensez-vous de tout cela? Les idées émises peuvent-elles modifier radicalement le climat affectif de votre vie de couple? Que se produirait-il si vous découvriez dans quelle langue votre conjoint comprend le mieux l'expression de vos sentiments et que vous vous mettiez à la parler? Et là, tout de suite, avant même qu'on ait le temps de réfléchir à la réponse, il nous dit, ni vous ni moi ne pouvons répondre à cette question tant que vous n'avez pas essayé. De nombreux couples ayant découvert cette idée lors de mes séminaires sur le mariage m'ont affirmé que la décision qu'ils avaient prise chacun d'apprendre le langage familier de l'autre et de le pratiquer régulièrement avait complètement transformé leur vie conjugale. Lorsque le besoin d'amour est comblé, il se crée un climat permettant au couple de traiter tous les problèmes de la vie de manière beaucoup plus constructive. Donc en fait, il explique que tant qu'on ne comprend pas le sens réel de ce qu'il a essayé de nous inculquer et de faire justement après à la fin ce guide de réflexion, cet exercice, on ne peut pas savoir quel est Mhm. notre langage de l'amour et quel est le langage de l'amour d'une autre personne. Pour moi, en fait, même c'est pas que la dernière partie, le guide de réflexion, c'est tout ce livre qui a été en fait un guide de l'amour. Mhm. Et sans forcément nous sortir de nos carcans ou de nos idéaux, mais en nous y apportant une meilleure analyse et une remise en question qui nous dit c'est vrai que oui, en fait, l'amour grand A, c'est pas que dans les films, c'est pas que être aimé inconditionnellement de l'autre personne, non. C'est de comprendre son langage, est-ce qu'il parle le même langage que moi, en fait, de faire de la psychanalyse soi-même, de soi-même et de l'autre qui partage notre vie. Mhm. Ou de celui qu'on voudrait, celui ou celle qu'on voudrait qui partage notre vie. Et pour apporter une conclusion à cette analyse de livre, j'aimerais bien te poser la question de, est-il possible pour deux personnes qui ont un langage de l'amour différent de se mettre sur la même longueur d'onde et de vivre ensemble en tant que couple? J'ai envie de te dire, la maxime, les opposés s'attirent, et que quand on regarde les couples mariés, c'est jamais des identiques. Donc je pense que s'ils sont mariés et que c'est des mariages qui tiennent depuis des années, ça veut dire qu'il ne faut pas être similaires pour vivre ensemble, mais que la différence fait l'amour, et que peut-être ces personnes, elles ont appris, comme il l'a dit dans le livre, à communiquer, à se comprendre, à se remettre en question et à être le diapason de l'autre. Donc je pense que c'est possible. Mhm. Bah, moi, j'ai un petit peu le même constat, dans le sens où comment dire, ta maxime, les opposés s'attirent. Pour moi, ça rentre en complémentarité avec qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire que des couples qui auraient le même langage de l'amour seraient à même de mieux se comprendre et de savoir ce qui pourrait faire le plus plaisir à l'autre. Mais
des couples avec des membres qui ne partagent pas le même langage de l'amour sont tout aussi à même de se comprendre à partir du moment où elles identifient les besoins de l'autre. Et on entend beaucoup, j'ai grandi avec lui ou j'ai grandi avec elle, je me suis construite avec elle, avec lui, pardon. On voit bien qu'en fait, derrière sa personnalité, et c'est là où on parlait de se livrer, de donner de soi à l'autre, mais dans une certaine mesure, c'est qu'en fait, pour moi, sinon, autant rester seul si c'est pour avoir un clone de soi-même, mais quand tu te mets avec quelqu'un, c'est pour avoir une innovation, pour avoir une diversité, alors après pas Mm. trop diverse, avec des points communs, parce que c'est pour ça qu'on dit les Oui. opposés s'attirent, mais qui se ressemblent s'assemblent, c'est que on est chacun avec son patrimoine génétique, son patrimoine culturel, éducatif, donc en fait on va Mhm. pas être Oui. pareil, mais on va avoir des points communs, et justement en fait c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, le feeling, le, la connexion et la connexion émotionnelle, et apprendre à se connaître. Et si ça ne matche pas, Mhm. chacun sa route. Bah, tu vois, je trouve que ta remarque sur le fait de ne pas vivre avec un clone de soi-même, c'est très pertinent. Mais je pense que ce que peut rechercher toute personne qui souhaite à se mettre en couple, c'est avant tout de rechercher avec quelqu'un avec qui il est complice. C'est ça, la compatibilité et la compatibilité émotionnelle. Mhm. C'est ce qui est le plus important. Et ça, tu l'as. Et quand tu es suffisamment adulte, mature, sain dans ton esprit, quand tu rencontres quelqu'un, tu le fais parler. Tu discutes de tout, des objectifs, de ta façon de vivre, de ce que tu veux dans la vie. Et c'est là où en fait tu sais si tu es compatible ou pas. Et puis toutes les choses qu'il a Mhm. évoquées, c'est inné. C'est pour ça que je disais c'est de la suite logique. On n'aurait pas à... En fait, tout se fait de façon fluide. C'est ce que beaucoup de gens disent. Quand c'est le bon, c'est le bon. Quand c'est la bonne, c'est la bonne. Mhm. En fait, c'est pas juste une phrase pour faire beau ou un peu cuculapraline, mais c'est que tout ce package, tout ce bagage est là dans cette personne. Ouais. Je te propose de passer au dernier livre qu'on va présenter dans ce podcast, dans cet épisode, à savoir le premier livre paru chez les éditions La Giberne en 2023, à savoir Pays réel, qui a été écrit par ni plus ni moins que le fondateur de cette maison d'édition, qui a pris le nom de plume de Matthias Kessler. Je vais vous lire la quatrième de couverture, qui est un extrait du début du livre. Et je trouve qu'il est bien pour à la fois poser le contexte de, euh, de lecture au sein du roman et à la fois le contexte en termes stylistiques. Parce que je trouve que le style est un des principaux points qui vaut le coup dans ce roman. La France vivait l'une de ses heures sombres. C'était la guerre civile. Les Français tiraient sur les Français. Le pays des Lumières clamait à la face du monde qu'il était autrefois, qu'il était aussi parfois l'empire des ombres. Les faubourgs assaillaient les villes. La dernière confusion régnait dans les grandes métropoles, cernées par leur périphérie. Mais rien de comparable dans ce chaos diffus à celui indéniable et concret des lointaines guerres, des charges de chars et des tapis de bombes. Rien non plus de similaire aux chevauchées médiévales ou aux colonnes vendéennes. Rien même qui rappelle véritablement les 8 guerres de religion du XVIe siècle, hormis l'une des causes officielles de ce nouveau conflit. Non, vraiment, cette boucherie-là ne ressemblait pas aux précédentes. Voilà, ça pose tout de suite le contexte. Tellement. Je vais vous lire le tout début du prologue, qui est un petit peu dans le même ton et qui là aussi pose le contexte. D'abord il n'y eut que la nuit, et un éclair pour la déchirer, un grondement anéantit le silence, une clameur immense lui répondit. Un dormeur se leva en sursaut, un coup de fusil le rallongea. De part et d'autre, on sut que la bataille avait commencé. Les hommes, femmes et enfants surpris dans leur sommeil se jetèrent hors de leur couverture, les uns vers leurs armes, les autres vers leurs issues. Peine perdue, les portes étaient déjà gardées, et pas une mère, pas un fils, pas un vieillard ne s'échappa. Les soldats, dans leur armure noire, abrités derrière leurs visières par balles, ne laissèrent pas la moindre chance. Ces jeunes guerriers engagés volontaires, on leur avait dit pas de quartier, et ils savaient ce qu'ils risquaient à désobéir. S'ils trahissaient et survivaient, ce serait la cour martiale. Mais pour cette troupe où chacun, animé contre l'ennemi d'une rancœur féroce, accomplissait de concert sa vengeance et son devoir, la menace était inutile.
Là, comme chez l'adversaire, la haine était paroxystique. Nul besoin d'ordre pour s'entretuer. Une occasion suffirait. Et du coup, quelle est ton analyse sur ce prologue? Alors, le prologue, ça nous installe directement dans le contexte de la guerre et surtout d'une guerre civile, à savoir que la guerre civile se passe dans un contexte purement français. Mhm, En gros, c'est la part du principe de la France d'aujourd'hui, de 2020, enfin des années 2020. On part de ce postulat-là et on imagine à partir de là que la France peut dériver vers, comment dire, une guerre civile suivie d'un système dystopique. Et franchement, la manière dont c'est amené, ça fait assez peur dans le sens où tu te dis, c'est relativement plausible qu'on prenne cette direction-là en fait. Donc voilà, ça c'est un point qui est très brillamment fait dans ce livre, c'est le fait de décrire une relation plausible à partir d'un postulat de départ réel. mhm. Un autre point fort du livre, c'est son style et plus particulièrement la richesse du vocabulaire. Là, j'ai été obligé de prendre en note beaucoup de mots que je n'avais vus nulle part ailleurs, ou Mhm. alors très peu. Donc, c'est une chose que j'ai pas eu l'occasion de faire depuis au moins 6 mois, Ok. ce qui relève quand même de quelque chose d'assez spécial, étant donné que je suis un lecteur plus ou moins aguerri Mhm. maintenant. Et donc, je vais vous faire la liste un petit peu des mots que j'ai notés dans ce cadre-là. Tu me diras si on en connaît certains. Ok. Vitupéré, déréliction, ontologique, midriose, cacochime, staccanoviste, turiféraire, paroxystique, faconde, regimbé, barguinier, voussoir, la palissade et herculanum. Alors, il y a des choses qui se ressemblent. Par exemple, à paradoxe, palissade, est-ce que c'est lié avec la vérité de la palisse? Euh, non, pour paroxystique, en fait, ça ressemble à paradoxe, mais en fait, c'est plus étymologiquement lié au paroxysme. C'est une Ok. situation qui a atteint son paroxysme. Mhm. Tu vois? Mais sinon, oui, dans les autres termes, et je trouve ça... Moi, ce serait plutôt une critique parce que du coup, ça veut dire que le livre, il n'est pas assez vulgarisé. Parce que même pour toi qui es un lecteur aguerri et moi-même, ce sont des mots là qui font juste mal à la tête. Oui. Mais tu vois, en fait, moi, je considère pas ça comme un défaut du livre parce que justement, il cherche pas à être J'ai pas dit que c'était un accessible. défaut. J'ai dit que c'est un manque de vulgarisation. Après, peut-être que c'est un choix, une stratégie. Pour moi, c'est clairement un choix puisque l'auteur a vraiment pour ambition de rendre à la langue française ses lettres de noblesse un petit peu. Mhm. Et dans ce cas-là, en gros, il se lâche complètement en Mais là, termes c'est rentré dans un de autre style. extrême du coup. Là, c'est de rester sur un truc pas du tout accessible et peut-être de rebuter certains lecteurs. Ça peut rebuter certains lecteurs, mais en partant de ce principe-là aussi, on peut partir du postulat que ça peut encourager d'autres lecteurs à se renseigner sur certains termes comme moi je l'ai fait, et à lire plus d'ouvrages pour essayer de mieux comprendre le contenu du texte. Oui. Et globalement, sans redire peut-être tous ces mots, globalement, leur signification, tu as eu le temps de chercher et de résumer un peu la signification de ces mots complexes. Mais j'ai eu le temps de rechercher quelquefois ces mots complexes. En fait, ces mots correspondent la plupart du temps à des situations ou des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de décrire dans la vraie vie. Et donc, par conséquent, on les utilise pas tellement. Ok. Tu vois? En termes de texte, je trouve que la narration du livre est vraiment bien menée aussi. Je vais vous lire un autre extrait. Longtemps, le théâtre du monde avait gardé son ordre établi et ses présences désuètes. Malgré les tensions sociales du XXIe siècle naissant, rien n'avait vraiment bougé. On s'étripait au parterre, on se maintenait au balcon, tandis que leur château croulait, les petits roitelets présidents, ministres, conseillers et chefs de cabinet, choisis pour leur bonne naissance et leurs grandes études, continuaient à jouer les Césars victorieux dans une Rome en flammes. La France déchirée de l'intérieur avait un gouvernement qui ne représentait que ses membres
et une devise de trois grands mots qui étaient trois grands morts. La liberté, c'était celle de se soumettre ou de partir. L'égalité, c'était celle des mendiants guettant leur pain. La fraternité, c'était celle des pauvres endormis sur le pavé, blottis les uns contre les autres. Il n'a pas l'air très content quand il écrit ça. Ouais, le livre contient énormément de critiques contre la France dans son ensemble et son fonctionnement, notamment administratif et politique. On est à quelle époque, si tu peux nous resituer? La Euh, critique qu'il fait du système administratif et de la France, elle se situe à quelle époque? Notre époque contemporaine, année 2020 à peu près. Ok. Je vais parler un peu plus maintenant du contenu du roman. Donc, il faut savoir que la guerre civile qui est décrite oppose un nouveau mouvement religieux. Mm. Et donc, quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien dans ce roman, c'est qu'il ne décrit pas une religion en particulier. Oui, il englobe les religions. Oui, dans le sens où je me suis rapidement imaginé que c'était une nouvelle religion, mais qui regroupe un petit peu tous les défauts qu'on peut reprocher aux grandes religions monothéistes de notre temps, sans vraiment mettre l'accent sur l'une d'entre elles en particulier, ce qui pourrait rapidement causer des problèmes en fait, hein. Oui. En face de cette rébellion se place un mouvement politique incarné par un homme qui a globalement tout ce qu'il faut pour prendre le pouvoir et qui s'appelle l'unité. Je vais décrire ce mouvement-là par la manière dont il est présenté pour donner un petit peu une idée de comment ça se présente. Ainsi était née l'unité. Ne préciser jamais son chef ni son numéro, c'était inutile. L'unité était une et indivisible. En la nommant, on nommait un bloc, pas de confusion possible. Il y avait la France et il y avait l'unité. Pour retenir la première, monolithe branlant, le prince, donc le prince c'est la personne qui est à la tête de l'unité, qui s'appelle Al-Saïbi, Mhm. avait façonné une cale dans une roche dure et inaltérable, choisie pour durer. L'unité échappait au gouvernement et aux ministres qui la finançaient. C'était un État indépendant au service du pays, une république naine soutenant une république vaine. Entre les individus qui la composaient régnait une fidélité absolue, la trahison était pour eux un concept abscon, la dernière des abominations. Ok. Alors, le concept abscon, pour toi, ça veut dire? Concept abscon, c'est futile et qui n'a pas sa place. Ok. Du coup, là, tu en fais quoi comme analyse de ce passage? Déjà, je trouve que l'auteur maîtrise très bien ses descriptions et la manière dont il met en scène ses personnages et ses concepts importants. Mhm. Là, on comprend tout de suite ce que c'est l'unité. Donc, Oui. toi, par exemple, pourquoi ça fait référence à quoi qu'est-ce que tu en comprends? Bah, moi, l'unité, c'est oui, c'est tout un peuple, c'est le fait d'avoir une seule et même parole et puis bah, le principe de la démocratie et pas du tout ce que l'on traverse et Mhm. ce pourquoi il reproche. Donc, je trouve qu'il l'a très bien expliqué. Autant tout à l'heure, les termes étaient complexes, mais autant là, en fait, on comprend, c'est assez simple et sans avoir eu envie de vulgariser, il l'a Ouais. vulgarisé automatiquement. Après, tout à l'heure, j'ai présenté les termes sans contexte précis. À l'intérieur d'un contexte, ça se comprend mieux. Oui. Et justement, pour continuer dans les présentations, je vais parler d'un des deux personnages qui fait vraiment figure de personnage principal, donc à savoir le commandant Desrosiers. Je suppose que ça se dit Desrosiers, mais je prononce Desrosiers. Ça sert à quelque chose, le S, on va dire, des Rosiers. Donc là, je trouve que sa description est là aussi très bien faite. Pour le seconder, le prince avait fait appel à l'un de ses camarades saint-cyriens, descendant d'une ancienne lignée d'officiers de cavalerie et aussi fervent conservateur que lui, le capitaine Bayard Desrosiers. Par sa mère, Desrosiers était un aristocrate, par son père, un enfant du terroir. La rencontre de ces deux génomes nationaux avait façonné une personnalité haute en couleurs. Le capitaine était un géant de 2 mètres, à la chevelure brune impeccablement coiffée, à la moustache fine, toujours peignée, et à la démarche leste. Cet homme ignorait l'inertie. Desrosiers était un homme qui allait quelque part, et qui s'y rendait prestement. Il pensait vite, parlait fort, décidait bien, commandait beaucoup. Mais rien dans ce commandement qui soit mauvais ou écrasant.
Le capitaine avait en lui ce surplus de bonhomie qui fait adhérer aux demandes les plus irréalisables. À sa manière, il était un grand chef. Il était moins secret que le prince, moins clairvoyant aussi, mais il compensait ses deux tares par un don inné pour le commandement charismatique. Prenons un exemple. Devant les pires périls, en crânant, il disait à ses hommes: Allons mourir, mais avec panache, je vous prie. Et tous le suivaient, le sourire aux lèvres et l'âme emplie de la certitude, souvent juste du reste, qu'il vaincrait. Salué pour ses qualités martiales, Desrosiers commandait personnellement une dizaine de braves, les meilleurs de cette organisation, ceux que l'on chargeait des tâches les plus ardues. Je crois qu'il décrit bien, Mhm. il explique et après il illustre avec un vrai exemple. Et en fait, on comprend, en tout cas, moi je me projette à chaque fois qu'il. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais tu te projettes un peu peut-être sur un champ de bataille ou que tu es avec les soldats et qu'on te parle, que tu es avec eux. Moi, en fait, avec ce genre de description et ce que je recherche dans une description de personnage, c'est que j'arrive à m'imaginer la personne devant moi, Mhm. quasiment. Rien que par la description qui en est faite, j'ai une image mentale qui C'est se fait. ça. Mais là, ça va au-delà. Tu te projettes d'être avec eux. Mhm. Et bah là, pour l'instant, on a décrit un personnage masculin, et il y en a d'autres dans ce livre qui ont leur importance. Mais il y a aussi des personnages féminins qui sont intéressants dans leur rôle et psychologiquement. Donc je vais parler de mon personnage féminin préféré du roman, à savoir Juliette Percerac. Elle jouait pour l'unité le rôle du système immunitaire, s'assurant qu'aucun mal insidieux ni infection extérieure ne vienne saper les efforts du prince. En d'autres termes, elle était sa caution auprès du ministère des Armées ou de ce qu'il en restait. Son rôle crucial était d'éviter que les politiciens couards et apeurés ne trahissent Al-Saïbi en coupant ses budgets ou en cédant aux demandes de l'ennemi. Nombreux étaient en effet les membres du cabinet qui désiraient conclure, peu importe le prix, une paix avec les rebelles. Ces êtres frêles, horrifiés par une situation hors de contrôle, terrorisés à la vue de ces barbares assiégeant leur palais, auraient versé dans toutes les compromissions si Perceval n'avait été là pour les en dissuader. Cette dernière, cynique, usait de tous les stratagèmes possibles pour favoriser les intérêts de son camp. Elle était une intrigante de premier ordre, une sorte de génie du lobbying et des rapports de force, et elle obtenait fréquemment, à force de coups tordus et de menaces insidieuses, ce que ses rivaux redoutaient. Là aussi, on se projette. Et il décrit bien, en fait, les personnages, on comprend chaque rôle qu'ils ont. Mhm. Ouais. Là maintenant, je vais passer aux dialogues, qui Mhm. sont un peu plus rares, mais tout aussi bien maîtrisés, je pense. À la fois dans la sensation où tu as vraiment l'impression que les personnages parlent, mais aussi quelque chose que, à mon avis, il a bien justifié dans son texte, c'est que dans beaucoup de romans, le niveau de parole des personnages est exagéré pour faire en sorte que... En fait, t'as pas l'impression que des personnages de la vie réelle parleraient comme ça, Ok, mais ils ont un niveau de parole je vois ce que tu veux dire. où tu te dis, ça reste plausible que des personnes parlent comme ça, mais ils ont un niveau de langue un petit peu plus élevé en fait. Mhm. Là, ça se comprend parce que tu parles à des personnes qui sont des aristocrates et qui s'imposent d'utiliser un langage châtié pour parler entre eux. Et ça se ressent bien dans un des dialogues du début du livre qui annonce enfin, la grande bataille du début. Mhm. Donc je vous fais écouter ça. Desrosiers, dit le prince d'un ton solennel, j'ai besoin de vous faire trouer la peau. C'est une proposition honorable, monsieur. Où devrais-je aller? Près des canons, rue Boissieu et Sophia. Ils briseront les flancs de l'ennemi. S'ils fonctionnent, ils ne doivent pas s'arrêter de tirer. J'ai besoin que vous les protégiez. Je ne mourrai pas tant qu'ils n'auront pas le droit de se taire avec moi. Vous tiendrez? Nous tiendrons. Bien, vous avez 30 hommes. 30? 30. Mais l'ennemi sera 30 000 ou plus. Je l'espère. Ainsi la victoire sera plus écrasante. Vous aurez Agnan avec vous, 30 braves, et vous deux. Cela fait 30 000. Ainsi la partie s'équilibre. Et Kanté? Il vous rejoindra plus tard, s'il vit encore. Bien. Combien de temps devrons-nous tenir? La nuit au moins. Ne mourrez pas avant l'aube, capitaine. Vous avez ma parole, monsieur. Desrosiers, ces canons vulnérables sont la seule faiblesse potentielle de mon dispositif. En soutien, je leur envoie ma plus grande force. Prenez-la comme une promotion. C'est honnête. Je l'espère, j'exècre la crapulerie. J'avoue qu'on ne s'attend pas à ce qu'il parle comme ça. Mhm. On est totalement dans ce que tu disais tout à l'heure. Ouais.
Et pour revenir sur certains noms qui ont été cités, tu as Kanté et Anian, qui sont Mhm. globalement les deux secondes de Desrosiers. Je trouve que c'est un peu compliqué de les différencier par la suite dans le roman, mais ils ont une importance moindre comparée à certains personnages. Ok. Et justement, pour revenir un petit peu sur la bataille qui a eu lieu, Mhm. en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, attends, il commence vraiment avec ça parce que c'est épique vraiment comme début. Est-ce qu'il va réussir à relever le niveau pour le final? Et bah, spoiler, oui, le niveau est relevé pour un final vu que la bataille se déroule sur à peu près trois fronts en termes narratifs, Mhm. ce qui la rend très intéressante avec des duels entre personnages qui sont vraiment prenants. Ok. T'as un exemple à nous donner pour illustrer ton analyse? Bah, je vais pas donner d'exemple sur la bataille finale parce que bah, ça spoilerait. Oui, on va pas spoiler. Mais en revanche, je vais continuer avec la description de deux autres personnages. Un Mhm. personnage féminin est aussi intéressant par le rôle qu'elle occupe, et ensuite un personnage antagoniste dont la description arrive au final vraiment très tard pour ce qui concerne sa mentalité, mais que je trouve être l'antagoniste le plus intéressant psychologiquement du roman. Ok. Donc on commence par le personnage féminin, à savoir Esther Bilvebol, qui sera donc la femme de Desrosiers. Ok. Esther Bilvebol était journaliste, elle était même la plus importante figure médiatique du pays. Depuis l'irruption au début des années 2030 de la censure, on parlait pudiquement de protection du débat. Sur Internet et les réseaux sociaux, la télévision d'État, moribonde, s'était refait une santé en transposant en ligne la plupart de ses programmes, notamment ses journaux d'information. Ainsi, des années durant, les trentenaires de ces années de récession firent chaque soir devant leur ordinateur vieillissant ce que leurs parents, une génération plus tôt, faisaient devant leur téléviseur. Ils prirent des nouvelles du monde par le prisme de journalistes dont l'objectivité, si elle n'était pas évidente, ne souffrait aucune contestation. La presse, sacralisée par la loi, était au-dessus de la critique, c'est-à-dire, aux yeux des citoyens, au-dessous du respect. Qui médisait à son sujet à trait des tribunaux. On le faisait donc, mais à voix basse. On haïssait les rédactions et les présentateurs, mais faute de concurrence, on se contentait d'eux. Esther Bilvebol n'échappait pas à cette règle. Chaque jour, lorsqu'elle présentait les actualités à des milliers d'internautes, elle entretenait presque à son insu son statut de femme détestée, mais familière, dont la présence au fond rassure autant qu'elle agace. C'est une belle. Je trouve que, mine de rien, il décrit autant un personnage féminin dans les moindres détails et on s'imagine comme un personnage masculin. Donc, déjà, c'est important, il fait pas de différenciation, je trouve. Mhm, Et pareil, on arrive totalement à comprendre qui elle est, son rôle dans le récit. mhm. Et aussi, moi, quelque chose qui m'a frappé dans ce livre, c'est que les personnages ont des noms qui reflètent parfaitement leur personnalité et leur rôle dans l'histoire. Tu veux dire que la personnalité décrite est liée avec le prénom choisi? Oui, par exemple, là, Bilvebol, ça fait tout de suite penser au mot Bilvesé. Alors moi, j'aurais dit pas de bol, mais... Oui, peut-être aussi, mais je trouve que Bilvesé, ça rejoint beaucoup le personnage de Bilvebol qui manipule l'information. Ok. T'as Bayard Desrosiers Bayard qui renvoie au chevalier Bayard, donc un personnage chevaleresque et honorable. Mhm. T'as Percerak qui pour moi arrive un petit peu à faire une fusion entre par exemple le personnage de Cyrano de Bergerac, J'allais dire. mais avec un côté plus intrusif et perçant, Mhm. Percerac, qui perce les secrets à jour. Ok. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, mais c'est stratégique et c'est choisi par l'écrivain. C'est que le nom de ces personnages Oui. est lié étroitement à leur personnalité. Et c'est pareil pour l'autre personnage dont j'aborde la description ici, qui est un antagoniste, qui s'appelle Éberbulet. Et pour moi, ça fait référence au mot éberlué. C'est ce que j'allais dire. Surpris, un peu ébahi, non? Oui.
un petit peu comme ça. Donc voilà, je fais la description Mhm. ici. Héberbulé avait cette sorte d'âme qui peut à l'envi se montrer lumineuse ou secrète. Le vieillard savait se faire voir comme se faire oublier. Son caractère n'était pas différent, il se montrait loyal quand cela l'arrangeait, couard lorsque la situation l'exigeait, courageux si le jugement des autres risquait d'écorner sa réputation, pusillanime si aucun parti ne lui convenait, opportuniste finalement en permanence et sans le laisser paraître. Caméléon social, il savait se fondre dans les carcans sociaux que d'autres, plus puissants, lui imposaient. Il ne perdait jamais de vue son intérêt et ne rechignait pas devant la bassesse pour parvenir à ses fins. Il était de cette race cynique dont on fait les ministres ordinaires. Encore une fois, on a une description qui est totalement liée avec le prénom choisi. Mhm. Là, je vais passer à des aspects plus généraux du roman pour éviter Mhm, de spoiler. Donc, après la partie 1, parce que le livre est coupé en plusieurs parties, mhm. on a droit à une ellipse d'une vingtaine d'années où un personnage qui était tout bébé va devenir le personnage principal du roman. Ok. Donc après le passage de Bayard. Et en fait, je trouve que la seconde partie pose très bien le cadre de l'ambiance. Dans le sens où ça nous décrit comment va évoluer la France, à savoir que déjà, il parle beaucoup de l'impact climatique, avec notamment la montée des eaux, ce qui fait que beaucoup de capitales comme Londres, New York ou des trucs comme ça se retrouvent sous la mer et, Mhm. la, Paris, là où va se dérouler toute l'intrigue du roman, est complètement bouffé par la Seine, avec certains quartiers qui ont disparu sur les eaux, et en fait la création d'une ville basse, donc en dessous de la ville, Mhm. qui est peuplée uniquement de parias, et donc qui va se retrouver en opposition avec la ville haute, qui est occupée par le parti du prince, à savoir l'unité, qui a réussi à triompher de la première rébellion. Et en fait, c'est l'opposition entre la ville basse et la ville haute qui va animer tout le reste du Ok. roman. Voilà, donc ça c'était pour poser le contexte. Mhm. Je trouvais que c'était très efficace à ce niveau-là. Donc ensuite, à partir de là, on va suivre le personnage donc, que j'ai dit qui était enfant lors lors de la première partie. Et ça va être décrit comme un petit peu le héros tel qu'on se l'attend à être, donc courageux, ambitieux et compétent. Mais ce que je trouve bien, c'est c'est que dans le livre, tous les écueils par lesquels passe généralement un protagoniste, il les évite de manière assez habile. Ok. Qui est le but du rôle de son personnage. Bah, par exemple, je ne sais pas si tu connais le cliché enfin le trope du menteur dévoilé. Non. Alors, si je te donne un exemple, je pense que tu vas voir ça tout de suite. Oui, dis-moi. C'est par exemple dans le film Aladdin de Disney, Oui. où tu as Aladdin qui se fait passer pour un prince. Oui. En gros, il entretient un mensonge pour essayer de courtiser Jasmine. Et en fait, tu as Jafar qui va révéler son secret pour dire, ah, il t'a caché cette information, donc forcément, il n'est pas digne de confiance. Ok. On a une situation qui va se rapporter à ça dans ce livre-là, Mhm. où justement le personnage qui s'appelle Victor va avoir un secret à dissimuler par rapport à la petite amie qu'il a en tête. Mhm. Et en fait, au moment où tu te dis, ah bah va y avoir un moment où le secret va éclater, elle va lui en vouloir et ça va créer un conflit, mais en fait, il réussit à garder son secret jusqu'à ce qu'il le dévoile de lui-même. Ce qui Ok. est un petit peu un renversement des attentes. En fait, il se fait pas dévoiler, c'est lui-même, il déclare et il annonce qu'il a peut-être du Oui, coup menti et utilisé un stratagème. ouais. Lorsque le moment est venu. Ok. Et donc aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce roman, c'est que les personnages sont compétents euh, en ce qui concerne les intrigues politiques. Souvent dans les films, séries ou romans politiques, on a ce cas où tu as des personnages qui font des erreurs mais vraiment bêtes Mhm. et où tu te dis c'est pas possible qu'ils soient au pouvoir en prenant des décisions pareilles.
Là où tu sens que c'est des personnages exercés dans l'exercice des fonctions politiques et qui font très peu d'erreurs. Même les personnages comme Bayard ou Victor qui sont un peu plus nobles et effrontés, Mhm. même lorsqu'ils font des erreurs ou des choix qui sont discutables, ils en ont conscience. Et donc, ils agissent en connaissance de cause. Et ça, je trouve ça bien. C'est bien. Au moins, ils reconnaissent leur tort. Et en fait, c'est comme un dédouanement. Ils demandent C'est... réparation et ils demandent des excuses. Non, c'est pas ils Non? reconnaissent leur tort. C'est en gros, ils savent ce qu'ils font et ce que les actions qu'ils font ont leurs conséquences. Ok. Mais c'est pas des enfants de cœur non Ok. plus. Donc, tout est calculé sans que ce soit dans la manipulation. Oh, il y a des personnages qui Si, sont. il y Il y a a, du vice. il y a des personnages qui sont manipulateurs comme pas deux. Ok. Donc, père sera qu'en tête, c'est vraiment de la manipulation. Et justement, quelque chose que je voulais aborder, c'est même par rapport aux antagonistes, Mhm. que ce soit les membres de l'unité ou les membres de la ville basse, personne n'est fondamentalement con dans l'histoire, de sorte à ce que la fin, en gros, tu as un plan qui est élaboré par le prince pour Mhm. essayer de mettre fin à l'opposition de la ville basse. Sauf que ils vont se rendre compte de ce plan et élaborer une stratégie contre ça. Sauf qu'en face, va y avoir une contre-stratégie, ensuite une contre-contre-stratégie, une contre-contre-contre-stratégie. C'est un Uno contre Uno contre Uno. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est vraiment agréable de voir des personnages qui réfléchissent et qui tombent pas dans tous les pièges dans lesquels tu t'attends à ce qu'ils tombent. Ok. C'est ultra satisfaisant à lire. En fait, ça déconstruit aussi même le modèle du personnage ou en antagoniste, parce que le personnage principal, c'est le héros, c'est celui qui fait pas de piège, qui est pas un manipulateur. L'antagoniste, c'est celui qui fait les pièges et qui rentre dedans. En fait, là, on est même sur une typologie d'un troisième personnage. Hmm. Non? Je sais pas trop. Pour moi, j'ai vraiment établi un diptyque de personnages principaux, Ok. notamment avec Bayard qui devient plus secondaire dans la suite, et ensuite avec Victor. Ok. Et Qu'as-tu d'autre à dire sur ce livre que euh, tu n'aurais pas abordé? un dernier truc, c'est concernant le personnage de Bayard. Il y a un personnage qui va le mettre bien en avant à un moment où Victor a pris une décision qui va le foutre un petit peu dans la mouise. Et il y a ce passage-là qui le montre bien. Les amitiés de 30 ans sont farcies de semblables errements. Un ami, cela mérite et démérite sans cesse. Qui déçoit aujourd'hui sauvera demain. Le meilleur compagnon n'est pas celui qui ne se trompe jamais, un tel homme n'existant pas, mais celui qui rachète sans fin ses torts par ses hauts faits. La fraternité maintenue est une rédemption perpétuelle. Les circonstances imposent cela. Nos désirs ne sont rien face aux exigences de l'instant. Elles broient nos envies, les refaçonnent et dictent leurs décisions. L'homme est un naufragé chahuté par l'universel typhon. S'il tente de s'accrocher à quelque chose, une lame traîtresse et imprévue viendra ruiner ses efforts. Ok. En gros, là, on est dans une position où Bayard va devoir choisir entre son cœur et son devoir. Le cœur ou la raison? Oui, et franchement, ça va pas être facile. Et sa décision va vraiment le foutre dans la merde. Et on va pas te dire plus parce que sinon tu vas spoiler. Oui. Et bah, je pense que j'ai donné un avis plutôt exhaustif de ce que je pensais sur le Mhm. livre. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Ok. Et tu lui donnerais quelle note à ce livre? Alors, en note, je ne me prononce pas encore complètement dessus, mais déjà, en fait, je fais un classement depuis quelque temps de tous mes livres année par année. Mhm. Et là où cette année avait commencé de manière timide, comme je l'ai dit, là, elle a regrimpé en flèche avec ce livre, dans le sens où j'accorde au maximum 4 places Mhm. qui sont réservées à mes coups de cœur de l'année. Et parfois, c'est possible que cette case ne soit pas remplie et qu'aucun livre ne remplisse les critères pour devenir un de mes coups de Mhm. cœur. Et Pays réel, c'est mon premier coup de cœur de l'année. Ben, on peut conclure là-dessus. Mhm. Très bien, bon bah je pense que on a fait un épisode suffisamment complet avec nos lectures. Donc toi avec les langages de l'amour et moi avec mon livre de citation et Pays réel. Et finalement, ces trois lectures qui étaient différentes mais qui se sont retrouvées un peu dans nos analyses. Mhm.
Oui. Donc, bah, je pense qu'on peut se donner rendez-vous pour le prochain épisode de Tête à Texte qui traitera des lectures du mois d'avril. En attendant, bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée.